Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Perspective Halal. Perspective Halal est l'émission qui vous plonge dans les tendances et les développements les plus récents du business halal. De l'alimentation à la cosmétique, du tourisme à la récréation et la mode, en passant par la logistique et la technologie. Perspective Halal vous aide à mieux comprendre les enjeux, les opportunités et les défis qui se présentent à cette industrie en pleine croissance à travers des analyses d'experts, des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont su allier rentabilité et responsabilité sociale, des innovations et idées visionnaires qui dessinent les contours du business halal. Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer cette industrie fascinante, à partager vos réflexions et vos commentaires et à rester connectés aux différents épisodes pour découvrir les dernières idées et les histoires inspirantes de l'économie du halal. Aujourd'hui, nous rencontrons un expert qui a consacré la plupart des années à travailler sur des sujets problématiques de l'industrie du halal. Nous recevons aujourd'hui M. Marc Deschamps. Bonjour Marc Deschamps, bienvenue à Perspective Halal. Bonjour Sori, merci tout d'abord, bonjour aux auditeurs et merci tout d'abord à toi-même et à Dexterity pour l'occasion que vous me donnez de partager certaines idées, certaines réflexions avec un public très large à travers l'Afrique et la francophonie. Merci monsieur Deschamps. J'avoue que j'ai eu du mal à préparer cette émission parce que vu l'étendue des connaissances, vu le champ d'analyse qui pouvait être fait à cette émission, j'étais par moments vraiment dans le doute comment choisir en fait les meilleures questions puisqu'il y avait tellement de sujets intéressants, mais on a dû faire le choix parce que on pouvait pas tout aborder. Mais je suis convaincu que dans l'avenir nous aurons encore d'autres émissions sur des sujets plus techniques que vous avez développés lorsque nous étions en train d'échanger durant les jours précédents. Déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Eh bien, là aussi, c'est un challenge puisque n'étant bon en rien, j'ai étudié un peu de tout. Donc, je suis ingénieur civil en mathématiques appliquées et j'ai fait une licence en droit et en économie. Et puis, après avoir travaillé pendant 5-10 ans dans une grande société holding du pays, ici à Bruxelles, je suis parti faire une année de spécialisation à la Stanford University en Californie. Et donc, au retour, on m'a demandé au sein du groupe pour lequel je travaillais de créer une première entité, une entité d'investissement en PME. Et puis, progressivement, je me suis détaché de ce groupe et j'ai lancé mes propres business à moi avec la création de 3-4 entreprises différentes sur les 15-20 dernières années. En dernière phase de carrière, j'ai voulu partager mes expériences et mes expertises avec les pouvoirs publics et donc j'ai joué le rôle de conseiller aux dirigeants de l'AWEX qui est l'Agence Wallonne de développement international et pour eux j'ai créé le Halal Club Brussels qui est une entité, une association qui regroupe une centaine de producteurs exportateurs de produits halal implantés autour de Bruxelles. Et donc en parallèle à cette première démarche dans le monde du halal, j'ai continué à donner mes cours universitaires dans 2 universités belges, une université française. Actuellement, je focalise mon enseignement sur un programme à HEC Liège, qui est une ville importante, un peu à l'ouest, à 1 heure à l'ouest de Bruxelles. Et là, je donne un atelier consacré à l'économie musulmane. Ce sujet est rarement abordé parce que ailleurs en Europe, on parle essentiellement de la finance islamique. Mais sous l'inspiration d'Oumer Chapra, qui est mon inspirateur, l'inspirateur de ma démarche dans le monde de l'économie musulmane, j'ai cru qu'il était important de prendre de la hauteur et de ne pas regarder simplement la finance islamique et sa technicité, mais de regarder plus largement l'ensemble de la muamalat économique.
Et donc, c'est ça qui m'occupe essentiellement actuellement, et notamment à travers des conférences que je donne à l'international sur ces thèmes-là de l'économie musulmane, de la muamalat économique. Et bon, ça m'oblige à quitter de temps en temps mon épouse pharmacien, mais voilà, elle a les 4 enfants et même 12 petits-enfants pour s'occuper d'elle ou pour la tenir occupée. Comme on veut le regarder, c'est une relation dans les deux sens, mais harmonieuse, heureusement. Voilà. Effectivement. Oh, ouais. Quel beau parcours et quelle belle richesse, en tout cas, de vie. Et je pense que vous avez abordé un sujet très important en disant le mot économie musulmane, économie islamique et non forcément finance islamique, qui est un peu plus, comme vous l'avez dit, technique et un peu plus restrictive. Et justement, sur cette question d'économie musulmane, c'est par ça qu'on va commencer notre émission, parce que je pense qu'il est important quand même de comprendre ce concept. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, on parle beaucoup de finance islamique dans les différents pays, le potentiel de la finance islamique, tout en occultant que cette finance islamique se situe dans un paradigme plus large, qui est le paradigme de l'économie musulmane, qui trouve aussi sa place dans tout ce qui est l'économie du muamalat. Et par rapport à ça, j'aimerais vous poser une question. Comment définiriez-vous l'état actuel de l'économie musulmane mondiale? Et aussi, quels sont les principaux facteurs qui peuvent contribuer à son développement et à sa croissance? Alors, je vais, juste avant de répondre, je vais faire une précision, enfin, donner une idée, une conviction qui m'est personnelle. Je crois fondamentalement que l'avenir de la finance islamique est dans les marchés halal. Et il faudra développer les marchés halal avec des millions de transactions par jour pour pouvoir étendre le risque des produits financiers islamiques, puisque les produits financiers islamiques doivent être appuyés sur des réalités d'échanges économiques. Pour le moment, les échanges économiques couverts par la finance islamique sont trop restreints et il y a un danger de s'enfermer dans une forme de ghetto. Mais toujours dans la même approche qui est la mienne, qui n'est pas de dire tout va très bien, Madame la Marquise, parce que je trouve qu'on n'apporte pas grand-chose quand on dit ça. Je voudrais, au risque de blesser un peu les oreilles de nos auditeurs, dire que, à mon avis, l'état de l'économie musulmane mondiale est scandaleux. Alors, j'espère ne pas vous avoir blessé par ce mot, mais je vais m'expliquer tout de suite. Je trouve scandaleux que le volume des échanges entre pays musulmans au sein des pays qui adhèrent à l'OIC soit si bas. Et quand vous êtes dans un pays musulman, il est parfois plus difficile d'obtenir un journal d'Abidjan ou de Dakar que d'obtenir le journal Le Monde venant de Paris. Ce n'est qu'un exemple tout à fait ponctuel, mais il y a vraiment un gros effort pour développer les échanges entre pays et consommateurs musulmans et producteurs musulmans. Et donc, les leviers existent. Tu m'as posé la question, ils sont là. On a tout pour le développement de cette économie. La population musulmane mondiale, on le sait, augmente plus rapidement que la population du reste du monde. Donc, il y a un avantage en termes de nombre. Le pouvoir d'achat des populations musulmanes s'améliore d'année en année. Les marchés à viser sont identifiables. On a par exemple 80% des musulmans qui habitent une zone qu'on peut appeler le croissant vert et qui s'étend de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusque l'Indonésie, et on retrouve la plupart en passant par le Moyen-Orient, on retrouve la plupart des musulmans dans cette zone, donc on peut cibler des marchés. Souvent, on a des langues communes par région. Il y a l'arabe, bien sûr, pour les pays arabes, il y a le bengali, il y a le farsi, il y a l'indonésien, il y a l'ourdou. Et à chaque fois que je cite une de ces langues, c'est environ 200 à 250 millions de locuteurs. Donc, on sait faire du marketing dans leur langue parce qu'il y a le volume pour payer les frais de marketing. Et enfin, il y a des institutions qui existent et qui sont là pour supporter les démarches communes
la Banque islamique de développement, IFSB, IIOFI, le COMSEC pour des initiatives communes et le SMIC pour essayer d'harmoniser un peu les choses. Les outils sont là et donc on pourrait développer beaucoup plus rapidement, me semble-t-il, l'économie musulmane mondiale qu'on le fait maintenant. Cette stagnation est vue de l'extérieur, elle paraît vraiment triste. On se dit mais pourquoi ils n'arrivent pas à mieux coordonner leurs économies. Mais de l'intérieur, quand on parle avec des amis comme toi qui sont dans l'économie musulmane, on se rend compte qu'il y a des barrières qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur et qui sont des formes de cloisonnement ou de rivalité à l'intérieur de l'Oumma. Merci pour cette brève introduction sur l'économie musulmane mondiale. Mais j'aimerais encore te poser une question sur ça. En ce qui concerne l'interaction entre les différentes économies, comment aujourd'hui ces marchés interagissent-ils et influencent-ils l'économie musulmane mondiale? Mais je vais être consistant avec ce que je viens de te dire. Ils interagissent trop peu, je dirais. Je le regrette profondément. D'autant plus qu'ils pourraient interagir davantage avec les leviers qu'ils ont. Et je ne prendrai qu'un exemple. On parle de la francophonie. Dans la francophonie, les gens commencent à se rendre compte, il était temps qu'il ne suffit pas de faire des échanges culturels, mais que de faire des échanges économiques, ça supporte aussi les échanges culturels. Et donc, dans ce cadre-là, si on regarde dans les membres de la francophonie, les citoyens de la francophonie, il y a un tiers d'entre eux qui sont musulmans. C'est des statistiques qui sont validées internationalement. Alors, au moment où on parle de la francophonie économique, on ferait bien de parler de l'économie musulmane dans la francophonie et d'avoir des efforts faits par les organismes de la francophonie, comme l'OIF, pour soutenir le développement d'une économie halal intra-francophonie. Effectivement, je pense que c'est une très belle analyse aussi pour le développement de cette économie. En tout cas, je pense que c'est bien dit. Je voudrais qu'on rentre un peu dans les détails. Il n'y a pas d'économie sans consommation. On est d'accord avec ça. Donc, et de consommateurs payants. De consommateurs payants, effectivement. Je pense que voilà, effectivement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie, on parle d'économie musulmane. Il y a ce concept clé qui vient toujours, c'est le concept du halal. Et le concept du halal. J'aimerais qu'on aborde un peu cette question en parlant de halal et de consommation consciente. Ce concept de consommation consciente, comment on peut l'appréhender? Quels sont ces types de consommation que vous avez l'habitude d'expliquer dans vos interventions et comment vous le rapprochez avec le halal? Eh bien, c'est un peu complexe et très simple à la fois. Très simple parce qu'il faut bien se rendre compte que parmi les consommations, il y a d'abord une consommation contrainte. Le paysan des bords de l'Himalaya au nord-est du Pakistan, lui, il sait pas lire souvent, il ne sait pas se déplacer vers un marché extérieur où il y aurait des produits halal qu'il puisse choisir et éventuellement, il faudrait qu'il ait le fric. Donc, lui, il est dans une consommation contrainte. Heureusement, elle est, deuxième forme de consommation, la consommation conventionnelle. Et lui, sa consommation conventionnelle, elle est marquée par sa tradition et ses habitudes. Et comme il est dans un pays, une région musulmane, forcément, il ne va pas avoir de produits haram qui vont lui être présentés. Donc, même si sa consommation est contrainte, grâce à cette tradition, sa consommation est conforme aux principes de l'islam. Mais le troisième type de consommation, après la contrainte, la conventionnelle, c'est la consommation consciente. Et c'est une tendance qui se développe de plus en plus
à travers le monde et qui est vraiment un trait de modernité dans la consommation. C'est-à-dire que le citoyen, de plus en plus, commence à réfléchir avant de consommer. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit pour voir si la nourriture qu'il va consommer est saine, encore mieux si elle est respectueuse de sa santé, et encore mieux, est-ce qu'elle est respectueuse de ses principes de vie. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver la consommation halal, mais comme une composante de la consommation moderne, consommation consciente qui est décrite par les 4 F. Je ne sais pas si ce concept est familier ou à nos auditeurs, ou sinon il vaudrait peut-être la peine de l'expliciter. Oui, effectivement, je pense que tu l'en avais déjà abordé lors d'une récente discussion et je l'ai trouvé très, très intéressant. Je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui pour nos auditeurs de comprendre en fait ce principe des 4 F qui trouve sa place dans l'économie halal. Je dirais que c'est l'économie halal qui trouve sa place dans ce concept moderne des 4 F. Et nous pourrons voir, si ça intéresse nos auditeurs, comment le concept de halalan tayyiban permet de relier le halal avec ces tendances modernes de consommation et faire du halal non pas simplement une fidélité à des traditions anciennes, mais une adoption de courants modernes de pensée et de consommation. Et donc, si on est dans cet esprit-là, il importe de préciser ce que sont ces 4 F. Il y a un premier F, qui est le F du mot free from. Il existe maintenant des foires internationales consacrées aux produits qui sont sans sucre, sans sel, sans ceci ou sans cela. Free from un élément. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont, pour leur santé, obligés de faire une diète. Il y a des gens qui sont allergiques à certains produits. Donc, pour la diète, c'est par exemple la personne qui est diabétique, il vaut mieux qu'elle ne mange pas des biscuits sucrés, même si ces biscuits sont halal. Mais pour lui, pour sa santé à lui, ils ne sont pas bons. Et c'est vrai à travers tous les consommateurs de par le monde. Et puis alors, il y a un deuxième F à côté du free from, c'est le functional for. Donc, ce sont des produits qui, au contraire, dans lesquels on a condensé, on a ajouté des oligo-éléments, des oméga-3, des choses pareilles, et des vitamines, et qui sont bons soit pour la santé, soit pour le bien-être, soit même pour la beauté de la peau et d'autres produits de beauté. Ça, c'est les produits functional for. Un troisième F, c'est les produits qui sont fair to. Donc, ils sont respectueux des humains. Hein. C'est le fair trade qui respecte le producteur avec des prix honnêtes. C'est tout le mouvement vegan qui respecte les animaux au-delà même des rituels d'abattage, mais qui, eux, se disent qu'ils préfèrent ne pas manger du tout de viande, d'animaux. Et enfin, il y a tous les produits qui sont eco-friendly, qui respectent l'environnement. Donc, on avait le free from, on avait le functional for, qui renforce ce free from sans quelque chose, functional for qui renforce certains attributs du bien consommé. Et puis, il y a le fair to, le respectueux des humains, des animaux et de l'environnement. Et vient le quatrième F, qui pour nous est le plus important, qui est le faith in. La foi dans une religion, dans une conviction religieuse, voire une conviction laïque aussi, mais une foi qui se traduit dans des principes de consommation. Alors, pour nos amis juifs, c'est le kosher. Pour les musulmans, c'est le halal. On va avoir aussi des principes de consommation pour les hindous par rapport à certains animaux sacrés. Et donc, on se retrouve là avec une consommation qui est guidée par des principes religieux. Et donc, on a finalement, globalement, une consommation consciente et on voit que le halal, qui nous concerne plus directement, est une de ces formes de consommation consciente, une forme moderne
Et si, comme je l'annonçais, on fait le lien avec le concept de halalan tayyiban, eh bien, on va voir que non seulement le halal est une composante de la consommation consciente, mais il est au cœur de la consommation consciente et qu'il est ainsi une tendance moderne des marchés de la consommation. C'est vraiment intéressant tout ça. Donc finalement, si on comprend la démarche aujourd'hui, le concept de Tayyiban regroupe en fait ces 4 F que vous avez définis, c'est-à-dire le free form, le functional form, le faith to et faith in. Et j'aimerais que vous reveniez encore là-dessus. Comment ce concept de halal et Tayyiban arrive à intégrer en fait ces 4 F de la consommation consciente? Et aujourd'hui, comment cela peut contribuer, je vais dire, au développement économique de nos pays, tout en respectant aujourd'hui ces principes de développement durable qu'on le voit aujourd'hui. C'est exactement le message que je voulais faire passer, merci de le synthétiser comme ça clairement pour nos auditeurs. En fait, c'est l'enrichissement du mot halal par le mot tayyiban, tayyib. Et on retrouve ce terme halalan tayyiban dans 2 sourates du Coran sacré, la sourate 2, verset 168, et la sourate numéro 5, versets 87 et 88, où là, les 2 mots sont juxtaposés, ce que nous faisons en français en mettant un trait d'union entre les 2 mots pour faire le concept acheter, halalan tayyiban. Et en fait, quel est le lien? Pour répondre précisément à la question. Mais si je suis musulman, forcément, je veux respecter les principes de la consommation consciente musulmane et je m'interdis tous les produits qui sont haram, c'est-à-dire les produits qui sont indiqués comme interdits dans le texte même du Coran sacré. À partir de là, si je réfléchis et si je n'applique pas simplement l'interdit, mais que je réfléchis plus positivement. Et je me dis que en fonction de ma santé, comme je l'évoquais tantôt pour le diabétique, mais ça peut être vrai pour un cardiaque qui doit éviter de manger trop de sel et pour d'autres qui ont d'autres raisons et d'autres régimes pour protéger leur santé, mais ils vont vouloir trouver des produits qui soient ou ces ingrédients qui sont mauvais pour eux sans être interdits par le Coran sacré, mais qui sont mauvais dans leur cas particulier. Ils se font une sorte d'auto-fatwa et se disent « je vais m'interdire de le manger parce que je veux garder ma santé ». Pourquoi je veux préserver ma santé? Pas simplement égoïstement pour moi, mais parce que je veux être en bonne santé pour prier Allah et pour aider mes frères. Donc, pour être vraiment conforme aux principes de l'islam, le halal doit s'enrichir de certains principes de taïb, de bon pour la santé. Je viens de parler de la santé physique, et là on a le free from et le functional for, mais il y a aussi la santé immatérielle. Et là on est avec les concepts de respect des autres humains, le respect des animaux et le respect de la nature. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Bismillah, au moment où on va égorger l'animal, on dit « je le fais en ton nom, Allah ». C'est-à-dire, je ne tue pas la bête pour mon plaisir personnel, mais pour pouvoir renforcer ma santé en la mangeant et être plus fort pour te prier Allah et pour aider mes frères. Donc, à travers ça, on voit que le concept de halalan tayyiban respecte au départ les interdits haram, mais rajoute la poursuite consciente d'un objectif de santé matérielle en se privant de choses qui sont mauvaises pour ta santé particulière, et la santé, je dirais, intellectuelle, immatérielle, spirituelle, en étant respectueux de mes frères, des animaux et de l'environnement. Et à ce moment-là, on a un concept halalan tayyiban qui est ultra moderne en termes de consommation. Et nous ferions bien au sein de la communauté musulmane de dire et de parler plus souvent de ces concepts positifs que de se contenter de rapporter des interdits. Bien sûr, généralement, on le fait parce que ça va plus vite
de dire que la finance islamique, c'est une finance sans intérêt. Et l'interlocuteur non musulman comme moi, il a vite compris. Mais il n'a compris qu'un petit pourcentage infime de la richesse de la finance islamique et de l'économie musulmane. Il faut lui montrer les côtés positifs et les côtés modernes, certes fidèles aux traditions, mais modernes dans leur traduction au niveau des consommations conscientes du XXIe siècle. Merci Deschamps. Tu as touché une des problématiques importantes qui permet de lier en fait cette économie islamique avec aujourd'hui des principes qui sont mondialement reconnus, qui montrent d'ailleurs que l'économie islamique, en se basant sur des principes qui datent de milliers d'années aujourd'hui, a sa place dans tout le contexte moderne et à sa place aussi dans le développement économique. Et je pense qu'il y a aussi certains challenges parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites de halal lan tayyiban. Et dans ce cadre, comment on arrive à se rassurer qu'effectivement des produits respectent certains principes. Ça nous amène directement à la question de halal et certification. La certification. Exactement, la certification. Je te voyais venir. Effectivement, la certification. Mais dites-moi, quand on parle de certification dans le domaine halal, de quoi part-on en fait? La certification, parce que là, on a deux choses en même temps. On a la problématique religieuse et puis aussi on a, je vais dire, la problématique de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 F, c'est-à-dire le free from, functional for, faith in. Je pense qu'il y a 3 F qui sont appliqués, quelle que soit la religion, même si la personne n'est pas musulmane, il y a certains principes du tayyiban qui sont expliqués. Maintenant, lorsqu'on parle de certification, parce que la certification dans le domaine de la finance islamique aussi, on a ce principe de certification, mais qui a une partie... Par le Sharia Board, hein? Voilà, par la Sharia Board, qui se concentre plus sur la conformité avec des principes de la charia. Même si actuellement on reconnaît, les gens reconnaissent que même dans la finance islamique, il faudrait que la Sharia Board aille au-delà de ce fait de faire de la certification en se basant sur seulement les principes religieux. C'est pourquoi d'ailleurs les gens... Je t'interromps 2 secondes. Je t'interromps 2 secondes là-dessus parce que si on appelait 2 secondes la finance islamique la finance halal, eh bien ce qu'on a dit du halalan tayyiban s'appliquerait entièrement à la finance islamique aussi. Et c'est très moderne maintenant. Moi, je vois ici, parmi des clients que j'ai en conseil, que les banques demandent que les investissements qu'on soumet à leur financement soient respectueux des objectifs de développement durable et donc qu'ils soient taïb pour notre planète, quelque part, qu'ils soient bons pour la santé de notre planète. Justement, lorsque je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits qu'on commence à voir aujourd'hui lorsqu'on dit aligner les objectifs de développement durable avec les objectifs de Maqasid de Sharia. Et on parle de plus en plus de l'approche Maqasid de Sharia dans la certification des produits de la finance islamique, dans le développement de l'industrie de la finance islamique. Donc, c'est une rupture que nous sommes en train de faire. C'est vrai, une rupture, mais pas réellement une rupture parce que les pionniers de l'industrie de la finance islamique avaient cette approche. Je pense qu'ils étaient plutôt les gens comme les Omar Chapra et autres qui ont précédé, ceux qui ont mis les fondations. Je pense qu'ils avaient ça à l'esprit. Mais à force de trop imiter en fait le conventionnel, on s'est un peu retiré de cette approche qui est en train de revenir et que vous avez bien justifié tout à l'heure dans votre intervention en parlant de ce principe d'économie islamique. Mais je te remercie vraiment, Sori, d'avoir introduit le mot al-Maqasid al-Sharia et la référence à ce grand penseur contemporain, hein, puisque souvent on parle d'auteurs en économie musulmane qui ont vécu dans les siècles précédents, mais Omar Chapra est toujours à son bureau à Jeddah, à la Banque islamique de développement, porte ouverte. Et personnellement, quand je passe à Jeddah, je ne manque pas d'aller lui rendre hommage et de dialoguer avec lui. Je recommande vraiment à nos auditeurs d'aller acquérir son livre sur Al-Maqasid al-Sharia, où il explique les principes de cette approche positive de la loi musulmane qu'est la charia. C'est vraiment une source d'inspiration importante. Et donc, si on marie ces objectifs de la Maqasid al-Sharia et l'approche de consommation consciente qu'on vient d'évoquer,
qu'elle soit consommation de produits ou consommation de services, avec notamment les services financiers et la finance islamique, mais aussi d'autres dérivés. Il y a les conseils juridiques compatibles avec la charia. Donc, il n'y a pas que dans les prestations de services, il n'y a pas que les services financiers, il y a d'autres services, les services juridiques et tout l'univers des loisirs, l'univers de la santé, avec des bonnes pratiques dans les hôpitaux, de bonnes pratiques au niveau de la pratique médicale de proximité. Donc, il y a vraiment une réflexion d'ensemble à faire sur la muamalat économique et qui, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, il s'agit en fait du regroupement de tous les principes qui régissent les relations des humains entre eux, horizontalement, par différence avec l'ibadat qui règle les principes de la relation de l'humain avec Allah. Donc, ça, c'est l'ibadat avec les 5 piliers de l'islam, tandis que la muamalat, c'est à différents niveaux dans la vie de la société, une relation des humains entre eux. Effectivement. Donc, après cet excursus sur Al-Maqasid al-Sharia, je reviens, si tu permets, Sori, à ta question de départ sur la certification halal. Et là, la certification, tu me demandais en gros à quoi ça sert. Mais ça sert justement que le consommateur conscient puisse être aussi un consommateur confiant. Donc, il est conscient que les produits qu'il va consommer doivent respecter déjà ses convictions religieuses, mais aussi des principes bons pour sa santé matérielle et immatérielle. Mais il faut encore qu'il soit confiant que les produits qui se prétendent être conformes et bons pour sa santé le soient vraiment. Et là, pour rassurer le consommateur, il y a tout un système, une procédure de certification qui a été mise en place. Alors, il y a une certification au niveau local pour des produits qui sont pour des consommateurs de proximité, mais quand on va avec des produits sur les marchés internationaux, alors se pose la question de comment rendre confiance, donner confiance à un consommateur indonésien que le produit sénégalais labellisé halal, eh bien, halal est conforme à ses convictions à lui. Parce que le challenge, c'est que une des richesses de l'islam, c'est la diversité des pratiques. Le texte sacré est bien évidemment unique et sa parole est une, mais les pratiques, les interprétations de ces principes dans la situation géolocale du consommateur, mais elles sont faites par des personnes, des sharia scholars pour ce qui est de la finance islamique, on en parle souvent, mais il y a toute une hiérarchie d'autorités religieuses dans chaque pays qui va, sous sa tutelle, amener les régulateurs à sortir des normes qui soient respectueuses des valeurs de l'islam et au-delà des normes, que les producteurs respectent dans la production ces normes-là. Parce qu'il ne suffit pas d'émettre des normes, il faut encore vérifier, et c'est le rôle des certificateurs, que le producteur respecte ces normes dans la production. Et à ce moment-là seulement, le producteur pourra mettre le label halal sur son produit et le consommateur musulman saura que ce produit est conforme à ses attentes de consommateur conscient. Ça pose alors la question de l'harmonisation, c'est-à-dire si on veut entrer dans les détails, quels sont aujourd'hui les principaux défis et opportunités liés à l'harmonisation des normes de certification halal au niveau international? Le grand défi, c'est de ne pas, de manière utopique, viser l'uniformisation des normes du halal, qui, entre parenthèses, serait un mauvais service rendu à la richesse de l'islam, parce que je viens d'expliquer que l'islam est riche de sa diversité. Et si vous ne tenez pas compte de cette diversité-là dans la certification des produits, ben vous enlevez une partie de la richesse de l'islam. Donc, pour aller dans le sens souhaitable,
il faut éviter le piège de l'uniformisation des règles halal à travers le monde et il faut aller, comme tu le soulignais, vers une harmonisation de ce qui peut être harmonisé, laissant le solde à l'interprétation locale par les imams locaux, vérifiés par les autorités religieuses du pays. Ça, c'est à mon sens la bonne voie du futur, tout en soulignant que dans les produits qui sont dans la pièce où est chacun de nos auditeurs, ben, s'il regarde autour de lui, il y a 80% des produits qui sont naturellement halal. Et donc, ce dont on parle, ça ne concerne que 20% des produits qui ont un challenge de conformité halal. Et dans ceux-là, 80% de ceux-là peuvent être vérifiés scientifiquement. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans une sauce? Il n'y en a pas. On fait un test scientifique et on le sait. Après, s'il y a de l'alcool, à quel niveau d'alcool il peut être toléré et de quelle nature? Mais ça, ce sera de l'interprétation locale. Et certains diront un taux de 0,01 d'alcool et un autre diront 0,05 d'alcool. Mais en sachant que, in fine, ce qui compte, c'est que le consommateur ne consomme pas des produits avec un ingrédient comme l'alcool qui risque de lui faire perdre la maîtrise de son corps et de son esprit et qui le rend moins apte à faire quoi? À prier Allah et à aider ses frères. On peut ramener tous les interdits au sein de l'économie musulmane à ce principe sous-jacent et positif qui est, est-ce que c'est bon pour renforcer la personne dans son rôle de fervent priant Allah et efficace dans l'aide à ses frères. Je reviens encore sur ce développement que vous avez fait, mais cette fois-ci en liant la place du consommateur avec la certification halal. Parce que vous avez abordé ces différents types de consommation, contraintes traditionnelles et conscientes. Je prends en fait 3 modèles qu'on peut avoir. Je prends par exemple au niveau Europe, je sais qu'il y a des musulmans, même si c'est pas quelqu'un qui est pratiquant, je veux dire, de sa religion, mais souvent qui a cette attention sur sa consommation, qui souvent exige que le produit soit halal avant de consommer, même s'il va dans un restaurant. Et on voit aussi cette tendance dans certains pays européens. Bien. On a aussi certains pays, je vais dire, même en Afrique, où les gens traditionnellement ne se posent pas la question de savoir si ce produit est halal ou pas. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vois ce cas, des musulmans qui vont manger dans des restaurants, souvent même où il y a du vin, il y a des musulmans qui vont manger dans un restaurant où souvent il y a, je vais dire, souvent des produits qui sont pas halal, mais du moins où ils se disent que ce que je vais consommer n'est pas quelque chose qui est interdit de façon native dans la religion musulmane. Donc, je peux consommer, je prends quelqu'un qui va manger du poisson ou qui va manger quelque chose qui n'est pas interdit à la sauce. Et souvent, ça peut être dans un restaurant où il y a des choses qui ne sont pas halal. Et je vois ça. Et aussi, on peut avoir aussi des cas, même si je sais que dans mon pays, il y a certains qui ne mangent pas en fait dans ces genres de restaurants. On a aussi des pays musulmans, mais qui ont fait de la certification halal un principe très fort. Les produits doivent être certifiés halal. Et je me demande aujourd'hui quelle est la place du consommateur dans le développement de cette industrie halal par rapport à ces différents marchés que je viens de dire. Parce que si l'exigence de la certification n'est pas forcément ce que le consommateur cherche, bon, est-ce que ça peut contribuer réellement au développement de cette industrie? C'est une problématique qui existe. Aujourd'hui, comment vous la percevez? Quelle approche on peut avoir sur cette question? Est-ce qu'il faut plus de sensibilisation ou bien il faut essayer de retravailler sur en fait le concept de certification? Alors prenons les deux extrêmes. L'Europe, où là, nous avions créé un groupe de réflexion technique officiellement organisé par l'Institut européen de normalisation pour essayer de définir une norme halal européenne. Sauf que nous sommes heurtés à un obstacle qui est le fait que l'Union européenne interdit toute régulation basée sur un texte religieux.
dans une approche qui veut être ouverte à l'ensemble des religions, y compris des spiritualités, y compris la spiritualité laïque. Donc, il n'a pas été possible de faire une norme halal européenne. Ça, on est dans une zone d'absence de normes de référence. Si on va vers l'Indonésie ou d'autres pays qui ont sur les 5-10 dernières années, essayer de rendre la certification des produits obligatoire, mais on se retrouve avec la même situation qu'on se retrouve dans des pays comme le Pakistan, que je citais tantôt, où cette volonté jusqu'au boutiste d'avoir tous les produits qui soient certifiés fait qu'on n'y arrive jamais. Donc, la finance islamique au Pakistan ne représente encore que 10% des assets financiers. L'Indonésie, je le sais pour avoir été associé comme conseiller à la démarche de certification, n'arrive pas à mettre en œuvre la norme qui a été votée pourtant par le Parlement et qui exigerait que tout produit étranger porte le label halal et qui plus est un label halal reconnu par les autorités religieuses indonésiennes. Ce que je comprends, mais qui est irréaliste dans un horizon court. C'est un processus. Et entre les deux, il y a le cas que tu évoquais de tes concitoyens qui rentrent dans un restaurant où il y a à une table à côté 2 personnes qui boivent un verre de vin. Donc, qui, eux, ne se posent pas la question de ce qu'il y a dans leur assiette parce qu'ils savent qu'ils sont dans un pays respectueux des normes musulmanes et où, en principe, les produits haram sont exclus de la table ou alors ils sont indiqués explicitement. C'est le cas, par exemple, en Malaisie. On peut servir du haram, des produits haram, mais il faut le mettre sur la porte du restaurant, dire ce restaurant sert des produits haram. Et donc, on inverse la responsabilité de la preuve. C'est le restaurant qui doit dire au consommateur qu'il a certains produits haram qui sont servis à certaines tables. Et ça évite comme ça, pour mes amis musulmans belges qui vont en vacances en Malaisie, de devoir chaque fois qu'ils rentrent dans le restaurant poser la question, est-ce que ce qu'il y a dans l'assiette est bien halal? Et je voudrais terminer, c'est peut-être une façon de terminer en boutade notre entretien d'aujourd'hui, Sori, par une petite plaisanterie à l'égard de ceux qui entendraient ce message et cette émission et qui sont islamophobes. Parce qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Par exemple, en Europe continentale, mais même au UK aussi, il y a toute une série de personnes qui sont islamophobes. Et donc ceux-là, moi, je les invite à être fidèles avec leurs principes et de ne pas consommer de produits halal. Et je leur ajoute que, par parenthèse, l'air est halal. Alors, s'ils veulent arrêter de respirer, ça ne me dérange pas. Effectivement, je comprends en fait cette analyse. Effectivement, je pense que faut être logique envers soi-même. En tout cas, merci pour cette intervention qui est assez riche. Et je pense qu'on a beaucoup appris sur beaucoup de concepts. Aujourd'hui, la relation entre le halal et la consommation consciente. Aujourd'hui, le développement durable, la place du halal dans la modernité. Et j'aimerais revenir sur un élément que vous avez abordé lors du démarrage de cette émission, c'est que vous avez dit que l'avenir en fait de la finance islamique se trouve dans le marché du halal. Comment vous voyez l'avenir en fait de ce business halal là, de cette économie halal? Quelle peut être sa place aujourd'hui dans le développement économique et quelles sont des actions qui pourraient être menées pour amener à bien cette mission? Je crois que le challenge le plus important, c'est de la décloisonner.
Je suis toujours surpris quand j'entends des amis musulmans, intellectuels pour certains, dire que le halal étant un concept religieux, ceux qui ne sont pas musulmans ne doivent pas s'en occuper. Mais par contre, j'ai le dirigeant de HDC à Kuala Lumpur, Halal Development Company, qui est un organisme parapublic chargé de promouvoir le halal au niveau international, qui déclare lors d'une réunion que, à son avis, avec la croissance des marchés halal, les pays musulmans ne seront pas capables à eux seuls de produire tous les produits halal pour répondre à la demande des consommateurs musulmans. Et il en appelle alors à une collaboration entre producteurs musulmans et producteurs non musulmans. Il suffit de mettre dans les principes et les préceptes et les recettes des produits les règles de respect du halal, et un producteur non musulman peut très bien produire des produits halal. Et on décloisonne comme ça la partie production et la même chose pour la partie consommation. Et là, le concept de halalan tayyiban permet de décloisonner et de faire du halal un concept de consommation moderne. Et si on fait les deux en même temps, on décloisonne par la production et on décloisonne par la consommation, mais on donne la possibilité à l'économie halal de sortir de son enfermement dans certaines de ses dimensions. Et à ce moment-là, on a une économie mondiale du halal. Alors, ce n'est pas pour négliger, et au contraire, je crois qu'il est important dans chaque pays de commencer par le bas, de commencer au niveau national à supporter, et les organismes internationaux musulmans pourraient aider par des plans d'accompagnement, aider nos PME à se lancer dans la production de produits halal, certifiés halal. Et ces petits acteurs locaux, on peut espérer qu'ayant atteint une certaine taille sur le marché national, se regroupent en groupement, en association, qui alors peut aller à l'international. Et à ce moment-là, on aura une économie du halal ancrée dans les pays musulmans, qui viendra à la rencontre d'un autre trend qu'il faut juger positif, mais auquel il faut être attentif. C'est les grandes marques internationales, je parle de Nestlé, je parle de McDo, qui de plus en plus intègrent la dimension halal pour répondre aux attentes de leurs consommateurs musulmans. Les McDo au Maroc sont certifiés halal par l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Donc, il faut ces deux mouvements. Il y a un mouvement où les sociétés internationales prennent en compte le halal pour leurs clients musulmans, et il faut qu'à l'inverse, sur le terrain, les producteurs locaux fassent la même chose, mais en faisant certifier leurs produits qui sont naturellement halal, les faire certifier pour qu'ils puissent aller sur les marchés internationaux et rencontrer les produits de ces grandes multinationales. Merci Deschamps pour cette conclusion. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à la rencontre. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour échanger sur des problématiques de l'industrie halal. Je rappelle que tu es consultant en économie musulmane, spécialiste sur des questions du halal. Tu enseignes dans plusieurs universités tout ce qui est stratégie et développement de l'économie halal, fondateur aussi du club du business halal à Bruxelles. Tu as intervenu aussi sur beaucoup de problématiques de l'industrie halal en tant que consultant d'un pays musulman comme l'Indonésie. Et je pense que ce background vous a permis en tout cas de développer plusieurs concepts en ce qui concerne l'industrie du halal. Et nous disons aussi merci à tous nos auditeurs qui ne cessent de nous écouter, qui ne cessent de commenter en nombre sur les différentes émissions que nous avons. Nous vous demandons de rester connectés sur nos différentes émissions. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, notamment www.ifpod.media, sur les plateformes Spotify, Google Podcast. Merci d'avoir été présent et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission sur le business halal.